Ma question s'adresse à l'étude sur la forêt de la Chaux. Donc on est en domaine forestier domanial, une érosion régressive qui est due, si j'ai bien compris, à la rectification des fossés. Comment vous avez pu obtenir l'accord du gestionnaire, notamment de l'EONF, de restituer le caractère inondable de son domaine forestier au regard de l'impact sur l'exploitation qu'a illustré votre collègue par ailleurs? Merci. Oui, c'est une bonne question. Il a fallu un certain temps pour arriver jusqu'à l'acceptation complète. Donc, on a commencé par des tests sur puis deux autres petits ruisseaux où on a commencé à mettre en place les techniques et où les forestiers ont commencé à voir les effets, plus les suivis en parallèle. Là, ça a commencé à leur poser problème avec la question de l'impact sur les arbres et puis l'impact sur l'exploitation, sur le passage des engins. Donc là, il y a eu une phase compliquée puisqu'il a fallu montrer ce que ça pouvait donner à l'échelle de la partie de bassin versant qui allait être traitée. Donc là, on a dû faire des bilans de surface, des bilans de fonctionnement de sol, de modification de fonctionnement de sol, et de commencer à leur montrer quelles étaient réellement les attentes, les conséquences attendues sur les arbres. Donc, alors ça, on est en train de l'étudier, mais on avait quand même déjà des idées. Donc on leur a montré qu'en fait, les espèces présentes étaient déjà là avant, enfin les arbres présents, pour beaucoup, étaient déjà là avant les rectifications. Donc en fait, étaient habitués à avoir de l'eau à leur disposition, une nappe d'eau pendant longtemps, notamment au printemps. Et puis, quand on a fait des bilans de surface, en fait, on leur a montré que ce n'était pas si important que ça, parce qu'il n'y a que les vallons qui sont impactés. On a dû aussi leur expliquer comment fonctionnaient les nappes à l'échelle du bassin versant. Et à force d'apporter ces éléments-là, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas si important que ça et qu'on pouvait tenter. Et donc, ils ont aussi eu des compensations, des aménagements au niveau des pistes d'accès pour les camions, de remise en place, de modification de chemins de débardage, donc tout ça avec des financements aidés par l'Agence de l'eau. Donc c'est cet ensemble-là qui a permis l'acceptation. Et donc là, on est en train d'étudier concrètement les effets sur les arbres. Les études ont commencé seulement il y a 3 ans, donc on n'a pas vraiment d'études. On a un petit retour sur les essais de 2007-2008. On sait que les hêtres, par exemple, dans les endroits où la restauration fonctionne bien, sont en train de disparaître. Mais ils n'ont rien à faire là, ils n'ont pas de vocation de production, alors qu'on ne constate pas de dépérissement, au contraire, sur les autres espèces, les chênes pédonculés, les chênes sessiles sont même pas trop mal, enfin ils ne souffrent pas, ni les autres espèces. Donc on aura la réponse seulement dans plusieurs années, on va essayer de mener ça plus d'une dizaine d'années, mais déjà les forestiers se rendent compte que ce n'est pas une grosse contrainte, ni pour le débardage, ni pour les arbres. Et juste, je me permets de relancer, du coup, est-ce qu'après un été comme l'été dernier, où il a fait très sec, et il y a eu un certain nombre de régions qui ont été frappées par des dépérissements, est-ce qu'au contraire, ça peut pas, la restauration hydromorpho peut pas aussi être un argument bénéfique vis-à-vis de l'exploitation forestière? Donc là, très clairement, avec les sécheresses, on a un effet d'atténuation de l'assèchement du sol. On a un stock d'eau beaucoup plus longtemps sur le printemps, fin du printemps, voire début d'été. Donc là, c'était le cas ces 2 dernières années. On a eu des pluies jusqu'en juin, voire début juillet. On avait des humidités qui sont restées fortes. Et c'est vrai, quand on compare les témoins et les restaurés, on a des différences importantes. Et puis maintenant qu'on a un effet de masse à l'échelle de la partie de bassin versant, l'hypothèse est qu'il y a cette eau-là qui va être évaporée et maintenir une humidité atmosphérique plus élevée plus longtemps. Et ça, c'est réputé quand même favorable aux végétaux, donc une moindre demande atmosphérique. Après, ce qui s'est passé en 2018, la sécheresse était tellement intense et tellement longue que quand on arrivait au mois d'août, non, là, on n'avait plus de différence. On avait des assèchements de sol jusqu'à plus d'1 mètre, et là, c'était... Oui, mais par contre, le stress hydrique sur les arbres est peut-être atténué par rapport à d'autres... Très clairement.
Donc là, les dépérissements ont été... Enfin, il n'y a pas eu une grande vague de dépérissement en forêt de chaux globalement, et surtout dans les zones restaurées, contrairement à d'autres massifs. Thomas Pelt, Agence de l'eau. Une demande de précision à M. Payot par rapport à votre intervention. Si j'ai tout suivi, en fait, il a suffi de déboiser pour que le niveau remonte, ou il y a eu d'autres actions. Non, et ça fera écho à une deuxième question derrière. Oui, non, il n'y a pas eu d'autres actions menées sur la tourbière. En tout cas, pas d'autres actions qui a pu être autorisées par le propriétaire. Donc ça a permis de faire remonter les niveaux de nappe. Et donc ça introduit ma question aussi qui est un peu plus large. On a vu tout à l'heure le principe de boiser en tête de bassin versant, c'est une NMRE. Et au final, ça se passe comment en termes de bilan hydrique? Est-ce que ça ça évacue l'eau ou est-ce que ça la retient? Parce que là, on voit qu'en déboisant, finalement, on ramène de l'eau. Et par ailleurs, c'est une technique qu'on préconise et qui est assez logique aussi de dire on va retenir l'écoulement, etc. Et ça va permettre d'infiltrer. Mais du coup, le bilan, il se passe comment? Alors moi, je peux peut-être répondre, puisque, en tout cas, sur ce que je crois comprendre de ce qui se passe sur la tourbière, j'ai bien précisé, toute la surface n'était pas boisée. Nous n'avions que les talus formés par les drains qui étaient boisés. Finalement, vous aviez 2 grands fossés, et puis de chaque côté, vous voyez, des fossés assez profonds, hein, et de chaque côté, vous aviez les drains qui étaient consolidés depuis 50 ans. Et donc, finalement, le simple fait d'enlever les arbres, ça n'a pas constitué... ça a dû changer quelque peu l'évapotranspiration de la tourbière, mais assez faiblement. Ce que ça a contribué surtout, c'est que, ce qu'on avait observé, moi ce que j'avais très clairement observé, ce qui était assez étonnant, et ça c'était Guillaume Rodier, l'animateur Sources en Action, qui m'avait interpellé là-dessus, c'est que vraiment, le ruisseau, à certains moments, faisait 1,50 m, voire 2 mètres de profondeur. C'est-à-dire que, en fait, le fait de rendre fixe cette berge renforçait, j'imagine, le travail de l'eau et faisait descendre le ruisseau dans la tourbe. Moi, c'est la compréhension que j'ai à ce moment-là. Donc après, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans une logique de déboisement ou de reboisement. C'est davantage une action sur le talus que certainement les spécialistes, mon collègue pourra mieux expliquer, plutôt que, vous voyez, et je pense que du coup, comparaison n'est pas raison par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Si je peux me permettre de continuer, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est très très important, puis très vif des fois avec certains types d'associations, et qui a lieu d'être, mais je crois qu'il faut faire la différence entre les résineux et les feuillus déjà. Ça c'est très très important. En tout cas déjà pour la morphologie des berges. Hein, donc c'est connu que les résineux en berge quelque part soit favorisent la scission, soit ne permettent pas la création de sous-berges harmonieuses. Ce sont des choses importantes au niveau de la morphologie. Mais on avait réfléchi sur des petits affluents du Drugeon, toujours dans le Haut-Doubs, où il y avait eu des communaux qui étaient donc des zones un peu, si je puis dire, de bocage d'altitude, hein, avec des haies d'altitude qui ont été remplacés par de l'épicéa intensif. Et dans ce cas-là, c'est de l'arbre par de l'arbre, quoi, si on veut. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, on a vu l'assèchement du ruisseau en 30 ans. Hein, et ça dépend, à mon avis, la réponse à ta question, Thomas, c'est ça dépend quel type de boisement avant tout. Et puis, qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare des boisements avec une zone urbaine? Là, c'est sûr qu'il vaut mieux du boisement. Ou alors des zones de bocage avec des prairies naturelles. Et là, la question, elle se repose même pour un peuplement de feuillus, quoi. Hein. Et je me permets juste de compléter, ça dépend de l'objectif aussi. Hein. Là, sur le plateau de Mille Vaches, c'était plutôt une approche soutien d'étiage. Alors que le boisement de versant ou de tête de bassin, on est souvent plutôt sur comment ralentir le ruissellement de surface. On est sur des zones assez avec pas mal de relief. Donc l'objectif là n'est pas le même. Et du coup, pour préciser sur la tourbière de Jean Sioux, ça a fait l'objet. C'est un des 10 retours d'expérience qu'on a fait cette année. Donc il y a une fiche de 7 pages disponible. Voilà, avec plus d'infos. Et puis c'est un cas qui a été valorisé par d'autres biais, donc on trouve plus d'infos. Et c'est aussi lié, la remontée de la nappe est aussi liée à la recolonisation rapide des drains par la sphaigne, de mémoire.
qui a court-circuité l'effet des drains, en fait, sans les boucher. Voilà. Ouais, j'ai une petite question à Frédéric sur le projet de la zone humide pour le soutien des tièges. Pardon, Claire Magan de l'OFB. Je me pose la question de la pertinence de regarder le soutien des tièges directement au droit de la tourbière. Est-ce que la tourbière ne participe pas aussi au soutien des tièges plus en aval ? Le débit sortant de la tourbière, peut-être plutôt au printemps, elle contribue pas au soutien des tièges plus en aval. Enfin, la distance d'influence de la tourbière au soutien des tièges, un peu. Oui, ta question est pertinente. C'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif à l'échelle de bassin versant, justement pour essayer de regarder si une sorte d'effet, un effet de transfert en cascade de zone humide en zone humide existait, et s'il existe, quel est le délai qu'on introduit entre le moment où il pleut et le moment où au final, donc à l'exutoire du bassin versant, cette eau de pluie va sortir. Donc ça c'est avec les collègues donc de l'ONF de l'Aude. Donc il va y avoir au moins deux travaux sur ces bassins versants là. L'analyse donc des données hydrologiques qu'ils sont en train d'acquérir. Ils ont installé, je crois, une 50aine de piézomètres, au moins 2 stations météo, et puis des stations de jaugeage aux exutoires, et même des stations intermédiaires au niveau de zone humide, pour pouvoir essayer de travailler à différents niveaux du bassin versant sur cette question de transfert d'eau. Donc ça va être la première approche. Et la deuxième approche, c'est des collègues donc, de l'Université de Saint-Étienne qui, à partir des données donc de données existantes, vont essayer de mettre en place des méthodes soit d'analyse multicritère, soit de classification par apprentissage. Alors je ne connais pas très bien, c'est des méthodes à base d'algorithmes qui permettent d'essayer, à l'aide des systèmes d'information géographique, d'essayer de déterminer des potentiels sur un pixel donné. Ils ont beaucoup travaillé par exemple sur la potentialité de présence d'une zone humide donc sur les têtes de bassin versant de la Loire du côté de Saint-Étienne. Et là, ils vont essayer donc sur le bassin versant là, du Madre de donner un potentiel au bassin ou à certaines parties du bassin qui va essayer de déterminer son potentiel. Alors, je ne sais pas si on l'appellera soutien d'étiage, mais au moins son potentiel de déphasage dans le transfert du signal. Sachant que plus il sera long, plus ce sera favorable, et plus il sera court, moins ce sera favorable par rapport à la question qu'on se pose. Moi, j'ai une question complémentaire à ton intervention, Claire. Donc, toujours concernant Frédéric et la tourbière. Donc, nous sommes face à un objet, donc milieu humide. Quelles sont les implications derrière en termes de gestion, puisque tu as la chance de bénéficier de 2 terrains en réserve naturelle nationale, c'est ça ? Quelles sont derrière les applications pour le gestionnaire, si ça s'intègre dans un plan de gestion? Donc il y a la quantification, donc là les données s'égrènent, les analyses également. Et est-ce que ça va orienter ce plan de gestion sur certains volets en termes de suivi du milieu, mais du fonctionnement de ce milieu, et aussi la gestion qu'il y a autour avec la forêt? Et donc, est-ce que aussi le travail dépasse les frontières, enfin les limites administratives de ces réserves naturelles, et donc ont des implications certes à l'aval, mais également à l'amont puisque tu parles d'alimentation en eau pluviale, mais aussi peut-être par d'autres cours d'eau, si ils existent. Donc voir comment tout cela s'imbrique dans ces enjeux de gestion. Alors tout dépend on a 2 sites. Disons que sur le site de l'UITEL, donc Carole Desplanques, la conservatrice, attend effectivement la fin de notre étude pour faire les travaux de comblement de fossés de drainage qui existent sur le site. À Frasne, eux, ils l'ont déjà fait avant qu'on arrive, donc ils attendent pas grand-chose là-dessus. Par contre, ils sont très intéressés, eux, par tout le travail qu'on va faire sur
une meilleure connaissance de la géométrie de leur site, puisqu'on a fait pas mal de profils avec un radar géophysique, pour mieux connaître la morphologie de leur site, et puis surtout mieux connaître les origines des eaux qui sortent à l'exutoire, puisque c'est un site plus grand et qui se pose encore quelques questions sur le redécoupage des petits sous-bassins versants qui sont liés au comblement des fossés qu'ils ont pu réaliser il y a déjà 5 ou 6 ans, je crois. Donc, effectivement, quelques implications sur la gestion de ces sites. Alors, indirect, on va dire, au début, et puis quand on va attaquer la dernière phase du projet, où on va réfléchir un peu plus à la question des indicateurs. Je pense que là, on travaillera plus en lien avec les gestionnaires de ces sites pour essayer de répondre à quelques besoins par rapport aux résultats qu'on aura sur le projet. Éric Payot, savoir un peu, vous avez évoqué le fait que le premier travail en collaboration avec le PNR avait initié une dynamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que la CFBL intègre, notamment en lien avec les MNRE depuis ce travail, s'il vous plaît? Très clairement, dans le cadre, alors je pense que c'est dans le dispositif Source en Action, il y a maintenant le PNR, par le biais de son animateur, a pu faire un certain nombre de diagnostics sur des propriétés que nous avons en gestion. Puisque c'est vrai que jusqu'à présent, quand nous avons une lecture de la forêt, nous avons simplement une lecture forestière. Sur les potentialités de production de la forêt. Mais maintenant, la dimension environnementale est essentielle à la gestion. Elle est demandée par nos propriétaires, elle est demandée par la société. Et en l'occurrence, par exemple, sur cette propriété du Gef de la Broze, nous n'avions travaillé, nous, dans la description forestière que sur 85% du territoire de cette propriété. 15% ont fait l'objet d'un autre diagnostic qui a été fait par le PNR avec l'identification des différentes zones et éventuellement des actions à mener pour favoriser ce phénomène-là, puisque pour nous, clairement, ces 15% sortent complètement de notre activité forestière pour qu'elles aient vraiment plutôt cette fonction de zone humide. Il y a cet aspect-là qui est maintenant assez systématiquement abordé lors des gestions et des plans simples de gestion qui sont élaborés avec les propriétaires. Et puis il y a d'autres éléments aussi dans les informations qu'on peut se donner entre nous, puisque souvent c'est assez... une forme de protectionnisme des informations que nous avons, nous, en matière de description des propriétés, et puis aussi du PNR qui a un certain nombre d'éléments. Bien là, ça s'est fait de manière beaucoup plus fluide, avec une charte d'utilisation de ces données, avec une protection. Mais en tout cas, maintenant, les deux bases de données s'alimentent les unes les autres pour pouvoir permettre de donner, d'avoir une vision sur 10 ans ou 15 ans des propriétés sur lesquelles on travaille. Ça se fait de manière beaucoup plus fluide, et en tout cas, en plus, ce qui était très intéressant, c'est que le PNR nous donne accès aussi à un certain nombre d'inventaires qui peut être fait sur des espèces particulièrement sensibles. Donc, et ça oriente aussi notre gestion sur ce territoire.